Alors, merci pour votre présence. Je suis Nolane de Pires, je suis professeure au laboratoire LOCI, qui est un laboratoire de l'Université Savoie-Mont-Blanc et du CNRS, et qui travaille sur l'énergie et le bâtiment durable au sein de l'INES, l'Institut national de l'énergie solaire, qui se trouve sur le site du Bourget-du-Lac. Donc aujourd'hui, en plein mois de janvier, je vais vous parler de la clim. Mais si je fais bien mon travail, peut-être qu'en juin ou en juillet prochain, quand il fera beaucoup plus chaud, vous vous souviendrez un petit peu de ce qu'on a dit aujourd'hui et vous adapterez peut-être vos comportements. Alors, qu'est-ce qui nous intéresse dans la clim ? En fait, ce qui nous intéresse, c'est, en tant qu'être humain, être en conditions de confort thermique. Ici sont représentées deux situations. Une situation d'un corps en environnement chaud, il fait 30 degrés dehors, et une situation d'un corps en environnement froid, il fait 10 degrés dehors. Et vous voyez qu'on a des répartitions de température corporelle qui peuvent varier en fonction des conditions extérieures. Et là, on a des variations qui sont relativement importantes, qui sont possibles sur tous les organes périphériques. Et c'est pour ça que parfois on dit « t'as les mains froides ». Oui, c'est normal. Les températures des mains, les températures des pieds peuvent descendre de façon relativement conséquente. Par contre, ce qu'on voit également, c'est que les organes centraux, qui sont au niveau du torse et au niveau du cerveau, eux, doivent maintenir absolument une température extrêmement précise, autour de 37 degrés. Et pourquoi je dis extrêmement précise ? Parce qu'on est à 1 degré près. Au-delà de 38,5, on dit qu'on est en situation de fièvre, parce que le corps ne fonctionne plus dans ses conditions nominales de fonctionnement. On est en inconfort total. Et donc, on est obligé de maintenir vraiment ces 37 degrés dans des conditions de fonctionnement externes qui peuvent varier énormément, et dans des conditions de fonctionnement également internes qui peuvent varier énormément. Et ça, d'un point de vue de l'ingénieur, c'est pas si simple de maintenir à 1 degré près un système dans des conditions très stables, quel que soit ce qui se passe autour. Et donc notre petit confort, on va pouvoir le maintenir grâce à quoi ? Grâce au transfert de chaleur. Sur cette figure, vous voyez 3 équations, je vous promets qu'il n'y en aura pas à tous les slides. Mais je vous ai mis ces 3 équations qui représentent les 3 phénomènes de transfert thermique principaux qui nous permettent de garder notre température aussi stable qu'on en a besoin. Et donc ces 3 phénomènes sont lesquels ? Ils sont le phénomène de conduction. Le phénomène de conduction, c'est ce qui se passe lorsque le corps est en contact avec un solide. Donc là, ce soir, vous êtes en contact avec les parois du siège. Donc vous avez une surface de votre corps relativement importante qui échange par conduction. Le deuxième phénomène, c'est le phénomène de convection. Donc le phénomène de convection, c'est un phénomène d'échange entre une surface et un fluide. Dans le cas du fonctionnement normal du corps humain, le fluide autour de nous, c'est l'air. Et donc, on a de la convection avec l'air qui nous entoure. Ce phénomène de convection, on le ressent beaucoup lorsque on a de l'air, un fluide autour de nous, qui est en mouvement, lorsque le vent souffle. Et on sent bien, lorsque le vent souffle, qu'on a des sensations de froid. Pourquoi ? Parce que ce phénomène convectif, il dépend d'un coefficient qui est plus ou moins important en fonction de ce qui se passe à l'extérieur sur le fluide qui est en contact avec le corps. Le troisième phénomène, c'est le phénomène de rayonnement. Alors, le phénomène de rayonnement, c'est un phénomène qui a lieu entre une surface et une autre surface. Alors celui-là, on le ressent beaucoup moins bien au quotidien et à l'heure actuelle aujourd'hui dans cette salle, mais ce que vous ne vous rendez peut-être pas compte, mais je rayonne vers vous, je vous transmets ma chaleur. Et de la même façon, votre corps me transfère sa chaleur également. Alors pas beaucoup, parce qu'on se voit avec des petits angles d'échange, mais vous échangez également énormément de chaleur avec le toit, énormément de chaleur avec le sol. Donc ce rayonnement-là, il se fait de surface à surface. Et l'endroit où on le ressent le mieux, c'est lorsqu'on est vis-à-vis de la surface du soleil. On a tous ressenti le fait que lorsque le corps est face au soleil, on a des sensations de chaleur qu'on n'a pas si on est dans des conditions ombragées. Alors pourquoi je vous parle de ces 3 phénomènes ? Parce que tous les 3, ils ont un point commun, c'est qu'ils sont d'autant plus importants que l'écart de température entre la surface du corps, donc la peau, et le fluide ou le corps avec lequel on échange, donc plus cet écart de température est important. Et donc, en fonction de la température qu'on va avoir autour de ce corps, on va plus ou moins pouvoir échanger de chaleur. Le 4e phénomène, je vais en parler un peu plus tout à l'heure, c'est le phénomène qui permet de nous sauver dans les conditions dans lesquelles les 3 précédents ne sont pas suffisants.
Alors, le phénomène de conduction, en général, il est très faible. Moi, aujourd'hui, mon échange convectif, il est uniquement par la surface inférieure de mes pieds. Donc, souvent, dans les conditions normales de fonctionnement, ce phénomène, il est négligeable. Les deux phénomènes principaux, en conditions normales, c'est la convection et le rayonnement. Alors, pourquoi on a besoin de ces 4 phénomènes? Parce que, en fonctionnement moyen, au repos, en permanence, notre corps rejette de la chaleur. Tous nos processus internes de physiologie, de fonctionnement, sont globalement émetteurs de chaleur. Et donc, en permanence, l'être humain rejette 100 à 120 watts de puissance calorifique, de chaleur, lorsqu'il est au repos. Et plus, évidemment, s'il est en condition d'exercice physique, etc. Mais cette puissance-là, elle doit être échangée, quelle que soit la température de l'environnement dans lequel ce corps évolue. Alors, comment est-ce qu'on peut considérer les différents phénomènes? Eh bien, si on regarde des conditions de fonctionnement, on va dire classiques, une vingtaine de degrés autour de nous, le phénomène principal qui nous permet de rejeter de la chaleur lorsqu'on se trouve à l'intérieur d'un bâtiment, c'est le phénomène radiatif, ces échanges par rayonnement avec les surfaces qui nous environnent. Le deuxième phénomène, c'est le phénomène convectif, mais vous voyez que finalement, on le ressent plus, mais globalement, lorsqu'on est à l'intérieur d'un bâtiment, comme l'air ne bouge pas beaucoup, le phénomène convectif, en moyenne, il est plus faible que le phénomène radiatif. Donc, en conditions normales, on rejette principalement par ces deux phénomènes simples, entre la surface du corps et l'extérieur, et un tout petit peu par le phénomène d'évaporation. Alors, ce phénomène d'évaporation, lorsque les températures sont relativement faibles, il a lieu principalement par l'évaporation au niveau des muqueuses. Nos muqueuses sont humides, et c'est l'évaporation qui a lieu lorsque je respire, lorsque je parle, principalement, elle permet de rejeter une petite quantité de chaleur en permanence. Le problème dont on va parler aujourd'hui, c'est lorsque la température de l'environnement augmente. Et vous voyez que lorsque la température de l'environnement augmente, l'écart de température entre la peau et l'extérieur diminue, et par conséquent, le flux calorifique qui peut être émis diminue également. Et donc, qu'est-ce qui nous reste pour compenser tout ce qu'on n'a pas pu rejeter par convection et par rayonnement? Eh bien, c'est le phénomène d'évaporation. Et ce phénomène d'évaporation, on le met en œuvre par le phénomène de la sueur. Donc, le corps va apporter de l'humidité sur la surface de la peau, et cette humidité, cette eau, va pouvoir s'évaporer. Et le phénomène d'évaporation, c'est un phénomène endothermique très puissant. Ça veut dire qu'il va nécessiter beaucoup d'énergie pour évaporer un tout petit peu d'eau. Et donc, en consommant comme ça beaucoup d'énergie, eh ben, on peut refroidir le corps de façon très efficace. Alors, ça semble simple comme ça, mais quand on n'a pas l'habitude de fonctionner dans ces situations-là, ce qui est le cas dans nos climats européens, eh ben, c'est un phénomène qui demande beaucoup d'efforts au corps. Pourquoi? Pour amener cette humidité au bon endroit, pour l'amener à la surface de la peau, pour qu'elle puisse faire ce phénomène d'évaporation de sueur. Et c'est pour ça que lorsque les températures dépassent 30-35 degrés, on ressent une sensation de fatigue, parce que ça demande de l'énergie, rien que pour apporter cette humidité au bon endroit, pour pouvoir nous refroidir. Si on arrive au point que j'appelle d'équilibre, c'est-à-dire où l'environnement atteint 37 degrés, ce qui devient de moins en moins rare, et bien là, le phénomène de convection et de rayonnement s'annule, et donc on n'a plus que le phénomène évaporatif pour émettre ces 100 à 120 watts de chaleur dont on a besoin de se débarrasser en permanence. Mais de plus en plus également, on retrouve maintenant des températures plus importantes autour de nous. Et au-delà de 37 degrés, qu'est-ce qui se passe? Les phénomènes s'inversent. Parce que cette fois-ci, le rayonnement et la convection ne vont plus nous permettre de rejeter de la chaleur, mais vont nous en fournir en plus. L'extérieur va nous réchauffer. Et donc ce corps va recevoir par convection et par rayonnement de la chaleur, et donc devoir le rejeter par ailleurs, en plus de ces 100 à 120 watts qu'il échange en permanence et qu'il produit en interne en permanence. Et donc au-delà de 37 degrés de température extérieure,
Le seul phénomène qui nous permet de rejeter cette chaleur, c'est l'évaporation. Et c'est pour ça qu'on vous dit, en conditions de haute température, de canicule, il faut absolument s'hydrater. Parce que si vous ne vous hydratez pas, eh bien, très vite, vous allez vous dessécher parce que votre corps a besoin de se refroidir. Et donc, c'est la première condition pour pouvoir suer, c'est d'avoir une bonne quantité d'eau disponible. Mais donc, tout ça, ça demande pas mal d'énergie. Et donc, globalement, si on regarde dans quelles conditions notre corps fonctionne de façon optimale, dans nos climats à nous, des études ont montré que statistiquement, donc ce n'est pas le cas pour tout le monde tout le temps, mais statistiquement, la population est dans des conditions de confort pour des températures entre 20 et 27 degrés. Entre 20 et 27 degrés, dans la zone bleue qui est représentée ici, on fonctionne relativement simplement, relativement bien. On n'a pas besoin d'excédent de sueur, etc. On a aussi, sur ce diagramme, des informations sur l'humidité. Les courbes en rouge, ici, c'est représentatif de l'humidité de l'air qu'il y a autour de nous. Et ce qu'on voit, c'est que finalement, en humidité, on est aussi limité à quelque chose entre 30 et 70% d'humidité de l'air. Si l'air autour de nous est trop sec, ce qui est souvent le cas en conditions hivernales dans nos climats, eh ben, on va avoir un assèchement très rapide de la peau et des muqueuses, et donc on va avoir des sensations de sécheresse qui sont désagréables. Donc si l'air est trop sec, c'est pas bien. Par contre, si l'air est trop humide, ce qui est le cas beaucoup dans les pays équatoriaux, eh ben, si l'air est trop humide, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, si l'air est déjà humide, il ne va pas pouvoir évaporer l'eau que la sueur apporte à la surface de notre peau. Et par conséquent, on ne va pas pouvoir faire ce phénomène évaporatif. Donc dans ces conditions de haute humidité, on ne va pas être en condition de confort non plus, parce qu'on va ressentir cette humidité qui ne va pas s'évaporer efficacement. Donc finalement, la zone de confort du corps humain, elle est très réduite. Elle est de 20 à 26-27 degrés et de 30 à 70% d'humidité. L'être humain, c'est un petit être fragile qui doit fonctionner de façon optimale dans ces conditions-là et qui a beaucoup plus de mal dans d'autres conditions. Alors pourquoi ça peut devenir un souci, et ça risque de le devenir? Parce qu'on a observé depuis ici 20 ans, ces 20 années qui sont représentées, et bien de plus en plus de conditions de surchauffe qui s'accumulent chaque année. Donc vous avez en orange les conditions de canicule orange, donc c'est les vigilances qui sont décrétées par le gouvernement, ici indiquées en nombre de jours, mois, jours département. Et en rouge, c'est l'étape supérieure, c'est les jours de conditions vigilance rouge. Et ce qu'on voit, c'est que rien que sur une durée de 20 ans en France, on voit augmenter de façon très importante, de façon quantitative, puisqu'il y a de plus en plus de journées concernées, mais aussi de façon qualitative, parce qu'on passe de plus en plus de orange à rouge. Donc ça, c'est sur le cas français. Et si on regarde de façon internationale, on retrouve exactement les mêmes tendances et les conséquences que cela va apporter. Donc ici, on a des études de la Croix-Rouge internationale qui ont quantifié pour une période beaucoup plus longue, depuis 1960, la quantité de vagues de chaleur au niveau international et les taille des points qui sont représentés sur ce graphique représente la quantité de morts induits. Et on voit une tendance qui est relativement nette au fur et à mesure des années, d'augmentation à la fois du nombre de vagues de chaleur et de la mortalité induite. Donc sur ce graphique, on voit deux années qui sont particulièrement marquantes. C'est l'année 2003 avec très forte vague de chaleur en Europe et l'année 2010 avec très forte vague de chaleur en Russie. Et ce qui est aussi dit par la Croix-Rouge, c'est que sur ce graphique-là, ils n'ont comptabilisé que les morts qui ont été documentés. Alors qu'il y a énormément de pays dans le monde qui ne quantifient pas ces données-là et que par conséquent, les données réelles sont certainement beaucoup plus importantes. Ils annoncent des facteurs supérieurs à 10, donc peut-être qu'il faut multiplier par 10 ou 20 ces valeurs-là pour avoir la vraie valeur des morts induites par la surchauffe.
Ensuite, la surchauffe, qui c'est qui est concerné et qui c'est qui risque d'être impacté par cet impact du réchauffement? Eh bien, un peu tout le monde. On a l'impression qu'il n'y a que les personnes âgées qui sont concernées, ce n'est pas le cas. Sur la vague de chaleur de 2003 en France, l'INSERM a recensé la surmortalité qui est due à la canicule et ils l'ont quantifiée en fonction de la tranche d'âge. Et vous voyez qu'effectivement, plus la personne est d'un âge important, plus la surmortalité est importante également. Mais dès 45 à 54 ans, on a une surmortalité qui a été quantifiée et qui est loin d'être insignifiante. Donc l'impact du réchauffement, ça peut être extrêmement grave. Et par conséquent, il va falloir peut-être faire quelque chose contre ça. Donc la première étape, c'est d'essayer d'éviter ce réchauffement. Mais une fois qu'il est là, qu'est-ce qu'on peut faire? L'être humain a trouvé une solution, c'est d'installer des machines. Et donc la machine dont on va parler ce soir, c'est la clim, donc qui est une machine thermique qui s'installe au niveau international de façon très importante. Donc sur ce graphe, à gauche, seront présentés le nombre de climatiseurs qui sont installés par région du monde. Donc les régions du monde sont représentées par les différentes couleurs au fur et à mesure des années. Donc ici depuis 1990 jusqu'à 2016. Et à droite correspond la puissance de froid qui peut être produite par ces climatiseurs correspondante. Et ce qu'on voit, c'est que sur toutes les zones du monde, on a une augmentation très notable. Et si on zoome sur l'Europe, chaque année, on a une augmentation de plus de 15% de la puissance de climatisation installée. Et ça depuis 15 ans. Donc vous imaginez, en cumulé, ça fait des quantités énormes de climatiseurs qui sont installés. Ça, c'est dans le bâtiment. Si on regarde au niveau de nos voitures, on retrouve la même tendance, mais encore plus importante, puisque quand moi j'étais jeune, il n'y avait pas de voiture climatisée. Et à l'heure actuelle, pour trouver dans le neuf une voiture qui n'est pas équipée de clim, il faut faire des efforts. Et en général, on a même un coût supplémentaire à payer pour ne pas avoir la clim dans sa voiture. Donc tous les véhicules neufs sont équipés. Ce qui fait que comme le renouvellement des voitures est très très court, la durée de vie d'une voiture c'est entre 10 et 12 ans, de façon très rapide, on a climatisé tout le parc automobile. Donc de façon générale, l'installation de la climatisation, elle est massive. Alors la clim, qu'est-ce que c'est? Pour essayer de comprendre ensuite les impacts de tout ça, et je vais essayer de vous expliquer comment ça marche. Donc la clim, c'est un cycle, c'est pour ça que je l'ai représenté par ce petit rond là avec un truc qui tourne. Je vous expliquerai tout à l'heure en détail comment ça fonctionne. Mais voilà le climatiseur. Et le climatiseur, ça sert à quoi? Ça sert à prendre de la chaleur quelque part pour la rejeter ailleurs. Et par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure, l'objectif c'est d'aller dans le sens contraire du phénomène naturel. Dans le phénomène naturel, la chaleur va du point le plus chaud vers le point le plus froid. Ça, c'est le phénomène normal. La chaleur va de la haute température vers la plus basse température. Ce qu'on va essayer de faire avec la clim, c'est le contraire, de prendre de la chaleur à un endroit plus frais pour l'envoyer à un endroit plus chaud. Et dans les conditions de fonctionnement d'été, l'endroit qu'on veut maintenir au frais, c'est l'intérieur du bâtiment. Donc on va prendre de la chaleur dans le bâtiment et on va la rejeter dans l'air extérieur, en général. Pour pouvoir faire ça, comme c'est le phénomène inverse du phénomène naturel, on va devoir consommer une énergie noble qui est l'électricité. Donc les clims, ça consomme de l'électricité. Si on fait un bilan énergétique basique, on appelle bilan premier principe de la thermodynamique, en régime permanent, notre système, il est équilibré, c'est-à-dire que tout ce qui rentre sort. Donc la quantité de chaleur que je vais prélever à l'intérieur du bâtiment, plus la quantité d'électricité qui est consommée par ma clim, toute cette quantité d'énergie-là va être rejetée vers l'extérieur. Si on cherche à quantifier les performances de ce système-là, on va définir ce qu'on appelle le coefficient de performance, COP. Et ces COP, ils sont dans les systèmes commerciaux basiques de l'ordre de 3 à 4. Alors 3 à 4, ça veut dire quoi? Si je le transforme en pourcent, ça fait une performance de 300 à 400%. Donc c'est une performance très importante. Qu'est-ce qu'on quantifie dans le coefficient de performance? On quantifie la quantité de chaleur qui a été prélevée dans le bâtiment, donc ce que moi, je veux que ma machine fasse, et je le divise par rapport à ce que je paye, c'est-à-dire l'électricité que consomme mon système.
Et donc un coefficient de performance de 3 à 4, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour 1 kWh d'électricité consommée, que je vais voir sur ma facture, eh ben, je vais voir 3 à 4 kWh de chaleur qui vont être prélevés à l'intérieur de mon bâtiment. Mais si je reviens sur mon premier bilan, ben, ça veut dire aussi que je vais rejeter de 4 à 5 kWh d'énergie, donc de chaleur, à l'extérieur, pendant la période de fonctionnement de ma machine. Alors, comment je fais ça? Eh bien, les composants d'une clim, c'est les mêmes composants que ceux que vous avez dans votre frigo ou dans votre congélateur. La clim, c'est un cycle dans lequel vous avez un fluide qui va circuler en permanence en circuit fermé. Le fluide, il est dedans, il ne sort pas. Il va circuler en permanence entre 4 composants principaux qui sont représentés ici. Un évaporateur, qui est un échangeur de chaleur. Le fluide frigorigène circule à l'intérieur et échange par l'intermédiaire de la paroi, non pas de la matière, mais de la chaleur. Le condenseur, qui fonctionne de la même façon, et puis 2 composants, un compresseur et un détendeur. Alors, dans le détail, on a le fonctionnement de l'évaporateur. Et l'évaporateur, c'est le composant qui va se situer à l'intérieur du logement pendant la phase d'été. Et à l'intérieur du logement, l'air intérieur de notre bâtiment va venir en contact avec les parois de cet échangeur de chaleur et, à travers la paroi, vont permettre de chauffer le fluide frigorigène qui se trouve à l'intérieur. Et il va se passer la même chose que ce qui se passe dans votre casserole lorsque vous faites chauffer votre café le matin. C'est-à-dire qu'en apportant de la chaleur au fluide frigorigène qui se trouve à l'intérieur, ce fluide frigorigène va s'évaporer, va passer de la phase liquide à la phase vapeur. Et c'est un phénomène extrêmement efficace, hein, c'est le même que celui qu'on a vu sur la sueur tout à l'heure sur la surface de la peau. C'est un phénomène qui consomme beaucoup d'énergie. Et donc on le met en œuvre dans ce composant-là. La chaleur qui est rejetée à l'extérieur, elle est rejetée au niveau du condenseur. Dans le condenseur, il se passe le phénomène complètement inverse, c'est-à-dire qu'on va passer de la phase vapeur à la phase liquide. Ce qui se passe lorsque vous rejetez de la fumée dans l'environnement. Cette vapeur devient liquide, des gouttelettes de liquide qu'on peut voir ici au niveau du panache. Et ce rejet de chaleur est permis parce que l'air extérieur refroidit les parois de mon condenseur. Alors ce condenseur, vous pouvez le voir si vous allez regarder derrière votre frigo. Si vous regardez derrière votre frigo, c'est ce composant-là que vous voyez. Et on vous dit il faut le nettoyer. Et pourquoi il faut le nettoyer? Parce que s'il est plein de poussière, l'échange avec l'air extérieur, il est beaucoup moins efficace. C'est comme si vous emballiez votre condenseur dans un bon pull de protection. Donc il ne faut surtout pas qu'il soit protégé thermiquement de l'air environnant. Et ce composant, si vous mettez votre main dessus, c'est chaud. Parce que dans votre frigo, vous allez prendre de l'air à l'intérieur du frigo et vous allez le rejeter à l'arrière de votre frigo, à l'intérieur de l'air de la cuisine. Pour pouvoir faire ça, il est nécessaire d'utiliser de l'électricité comme on l'a vu tout à l'heure. Et l'électricité, le composant qui la consomme, c'est le compresseur. Donc le compresseur, si je refais l'analogie avec le frigo, c'est le petit composant qui fait du bruit. On entend le frigo se mettre en route, c'est le compresseur qui se met en route. Lorsque le compresseur s'arrête, c'est parce qu'il y a suffisamment de froid qui a été prélevé, de chaleur qui a été prélevée à l'intérieur du frigo, et donc la température intérieure est suffisamment basse. Et donc le contrôle de ce frigo fait que le compresseur s'allume, puis le compresseur s'éteint pour réguler la température interne. C'est exactement la même chose sur les clims. Sur les clims, on va voir ce composant sur l'extérieur de notre bâtiment. En général, c'est le composant qui fait du bruit. C'est pour ça que parfois les climatisations, si le compresseur n'est pas de très bonne qualité, ça peut aussi faire un peu de bruit. Sur l'intérêt de ce compresseur, alors à quoi il sert? Il sert parce qu'on veut faire l'inverse du phénomène naturel. On prend de la chaleur quelque part et on la rejette ailleurs. Mais on prend de la chaleur là où il fait froid et on la rejette là où il fait chaud. Alors comment c'est possible? C'est grâce à ce compresseur et au changement de pression qu'on a entre un côté et un autre du système. Et c'est la loi de Clapeyron qui nous dit que les températures de changement d'état sont complètement liées à la pression à l'intérieur du circuit. Et c'est grâce à ce composant-là qu'on peut aller à l'encontre du phénomène naturel. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on consomme de l'électricité. Et on consomme de l'électricité. Ici, on a quantifié la consommation électrique de rafraîchissement dans les périodes de pointe en fonction de différents lieux.
Donc ici, vous avez des climats qui sont relativement différents. Et vous voyez pour chaque pays 3 barres. La barre la plus à gauche, le vert foncé, c'est ce qui a été mesuré en 2016. Donc c'est les conditions déjà passées. La barre vert clair qui est au milieu, c'est ce qu'on s'attend à percevoir en 2050 dans le pays correspondant. Si on fonctionne dans le cadre de business as usual, il n'y a pas de changement majeur de la technologie, des pratiques, etc. La dernière barre, la vert un peu bleuté, c'est le scénario qu'on prévoit aussi d'ici 2050, dans un cas un peu plus vertueux, où on va avoir des machines de rafraîchissement qui sont optimisées et qui vont fonctionner de façon beaucoup plus efficace. Mais quel que soit le scénario qu'on regarde, d'ici 2050, quel que soit le climat qu'on regarde, et bien par rapport à l'état 2016, dans tous les cas, on va avoir une augmentation de cette consommation. Alors, dans les pays qui sont déjà fortement équipés, comme les États-Unis, l'augmentation pourrait être faible, parce qu'ils sont déjà très équipés en clim, et donc l'augmentation sera liée à une augmentation encore du taux d'équipement et à l'augmentation globale des températures. Mais sur d'autres pays qui sont moins bien équipés à l'heure actuelle, comme c'est le cas de l'Inde, de l'Indonésie, qui sont pourtant dans des climats qui nécessitent déjà fortement l'utilisation de ces systèmes-là, et bien là, on va avoir une explosion de la consommation électrique liée à ces climatisations. La consommation électrique en France, c'est représenté sur ce diagramme. Alors ici, on a pris le cas un peu le plus défavorable. On se place dans la région PACA, une région fortement ensoleillée, dans une heure d'été à 13h où on a besoin de rafraîchissement important. Et qu'est-ce qu'on voit déjà à l'heure actuelle en France ? Eh bien, on voit que les besoins de froid pour la climatisation peuvent représenter de l'ordre de 40% de la consommation électrique de la région. Loin devant les moteurs et les procédés, loin devant l'industrie. Si on ajoute à ces besoins de climatisation ce qu'ils ont appelé ici besoin de froid, qui correspond à la congélation et la réfrigération, eh ben on arrive à un total de plus de 50% de l'électricité qui est consommée pour faire du froid, pour la clim ou pour la conservation des denrées sur nos climats à nous. Et ça entraîne quoi ? Ça entraîne des difficultés sur le réseau potentiellement, comme on a vu certains étés passés, parce que l'été, c'est aussi la période où nos centrales nucléaires sont en général en période d'arrêt pour le renouvellement du combustible ou pour le test de ces centrales. Donc ça peut entraîner à plus ou moins long terme des difficultés d'approvisionnement sur le réseau. Le deuxième impact, c'est que maintenant, on n'a plus autant qu'avant, des diminutions de consommation électrique au cours de l'été. Et c'est ici représenté sur les données RTE. Donc RTE, c'est le réseau de transport de l'électricité nationale. Et si vous allez sur leur site, vous allez voir heure par heure d'où vient l'électricité qui est utilisée sur le réseau français. Et ce qu'on voit là, c'est une donnée que j'ai prise au 23 août 2023, donc l'été dernier, sur une journée relativement ensoleillée. Et on voit, par exemple à 15h, ici, la répartition de toutes les ressources qui ont été mises en œuvre pour produire l'électricité consommée. Et ce qu'on voit, c'est d'abord une très bonne nouvelle, c'est que l'énergie solaire photovoltaïque, ce jour-là, à cette heure-là, représentait 23% de la consommation électrique. Donc, à l'heure actuelle, notre parc photovoltaïque devient suffisant pour couvrir une part non négligeable de la consommation électrique. On voit également qu'il y a une grosse consommation d'énergie d'origine nucléaire. Alors c'est plutôt une bonne chose dans le sens où l'énergie nucléaire, comme l'énergie solaire, est fortement peu carbonée, donc émet peu de CO2. Donc tout ça, c'est des énergies qui émettent peu de gaz à effet de serre. De la même façon que l'énergie éolienne qui représente 2%. Alors, énergie éolienne sur des jours très ensoleillés, type caniculaire, il y a peu de vent. Donc, dans ces cas-là, effectivement, c'est normal que l'éolien produise de façon moins conséquente que sur certaines autres journées. Sur les bioénergies, on a relativement peu de mise en œuvre également. Et sur l'hydraulique, 6%. La moins bonne nouvelle, c'est que sur cette journée d'été, il y a également à peu près 8% de l'électricité qui est fournie par des centrales
thermiques, c'est-à-dire qui consomment et qui brûlent du gaz. Et donc ça veut dire qu'en été, comme dans les pointes d'hiver, où on le retrouve traditionnellement, on va aussi consommer et brûler du gaz pour produire de l'électricité, pour notamment combler nos besoins de climatisation dans les heures chaudes de la journée. L'autre point qui est intéressant, c'est la partie qui est grisée ici, qui correspond à l'import-export. Donc c'est le bilan national qui est ici. On voit que sur la nuit, la France est excédentaire en électricité, va pouvoir en vendre sur le réseau européen. Par contre, en journée, donc lorsqu'on a besoin potentiellement le plus de climatisation, on voit qu'on est déficitaire et qu'on est obligé d'importer de l'électricité étrangère pour couvrir nos besoins globaux en électricité et notamment en clim. Et globalement, si on fait un zoom sur les gaz à effet de serre, donc ici principalement liés au gaz et potentiellement à l'électricité que l'on importe, on voit que l'électricité qui est nécessaire au fonctionnement des installations de froid, alors froid ça inclut la clim, mais aussi le froid pour la conservation des denrées, ça représente quand même 5% des émissions mondiales de gaz à effet de serre d'un point de vue international. Donc 5%, c'est loin d'être négligeable par rapport à notre bilan global. Deuxième impact de la climatisation, c'est qu'on l'a vu, on rejette de la chaleur à l'extérieur du bâtiment. Si je reprends mon petit schéma, je refroidis mon bâtiment en rejetant de la chaleur à l'extérieur et en rejetant plus que ce que j'ai pris à l'intérieur. Donc, je réchauffe mon environnement autour du bâtiment qui me concerne. Alors, dans les zones qui sont peu urbanisées, on voit, c'est l'exemple qui se trouve là, ça n'a pas d'impact. Pourquoi ? Parce que s'il y a peu de bâtiments, il y a peu de clim qui sont installés d'un point de vue surfacique, et donc ça n'a pas d'impact global sur la température moyenne qu'on voit dans notre lieu. Par contre, ici, vous voyez une coupe de la région parisienne, d'ouest en est. Et ça, c'est une étude de Météo France, qui a déjà quelques années. Et lorsque l'on regarde sur des zones qui sont beaucoup plus urbanisées, comme le centre de Paris ici, vous voyez différents scénarios. Et différents scénarios, donc la courbe bleue et rouge, les deux courbes du milieu, correspondent à l'état qui a été mesuré, il me semble, en 2016. Donc ça, c'est l'état, on va dire, basique actuel. Et qu'est-ce qu'on voit déjà ? On voit que dans le centre de Paris, il fait déjà beaucoup plus chaud que dans la banlieue. Ça, c'est un phénomène qui n'est pas lié à la clim, c'est l'effet d'îlot de chaleur urbain qui est lié à plein d'autres choses. Mais ce qu'on voit ici, c'est si on regarde les autres courbes, la courbe noire en bas et la courbe rose en haut, là, on voit l'impact de la climatisation sur les températures que l'on observe dans ces zones-là. Et ce qu'on voit au niveau de la courbe noire, c'est ce qu'il y aurait eu comme température s'il n'y avait aucune climatisation d'installée. Et la courbe rose tout en haut, c'est le scénario à 2050, si on double le taux d'équipement de climatisation des logements dans ces zones-là. Ce qui est complètement envisageable, parce qu'en France, on n'est encore pas très, très équipé en moyenne statistique. Donc on voit qu'entre le scénario sans clim et le scénario avec clim, dans des zones très urbanisées qui sont déjà soumises à l'îlot de chaleur, ça vient renforcer encore cet îlot de chaleur urbain, avec un écart de température jusqu'à de l'ordre de 3 degrés entre le cas sans clim et le cas avec. Donc ça a un impact sur le fonctionnement de nos systèmes. Alors pourquoi ça a un impact sur le fonctionnement de nos systèmes ? Si je reviens sur mes petites équations, tout à l'heure on a parlé de coefficient de performance. Et on a vu que le coefficient de performance c'est autour de 3,4. Mais Carnot, qui est un ingénieur français, dont on peut être très fier, a montré, il y a déjà quelques siècles, qu'on peut quantifier le coefficient de performance idéal qu'on peut avoir sur toutes ces machines thermiques. Et il a montré que dans l'idéalité, donc avec une machine parfaite, qui n'existe pas, mais avec une machine parfaite, de façon idéale, on ne pourra jamais dépasser ce coefficient de performance-là, qui ne dépend, vous voyez, que des températures avec lesquelles le système échange. Donc dans notre cas, ces températures, c'est la température intérieure du bâtiment et la température extérieure, où on rejette la chaleur qui nous intéresse. Et qu'est-ce qu'on voit ? Si on trace ce coefficient de performance idéal,
Vous voyez qu'ici, les valeurs, ce n'est pas du tout les valeurs qu'on observe sur les systèmes réels, mais de la même façon que dans le COP idéal, on va avoir cette tendance-là, on l'aura aussi sur les systèmes réels. Donc ce qu'on voit, c'est que plus la température extérieure augmente, plus le coefficient de performance diminue. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le coefficient de performance diminue, eh ben on va consommer plus d'électricité pour la même quantité de froid prélevé à l'intérieur. Premier impact. Et deuxième impact, si on consomme plus d'électricité pour la même quantité de chaleur prélevée, eh ben on va rejeter plus de chaleur à l'extérieur. Okay. Autre chose sur les fluides, parce que je vous ai dit que c'était un fluide qui circulait dans ce cycle-là. Alors ces fluides s'appellent fluides frigorigènes, et il y en a plein. Il y en a plein qui sont classés ici un peu en fonction de l'historique, de l'utilisation qu'on peut en avoir. Et on voit que les premières générations de fluides frigorigènes, c'était ce qu'on appelait les CFC, qui sont des composés qui sont très performants, très efficaces, mais qui avaient un gros inconvénient, c'est ce qu'on appelle l'ODP. Alors l'ODP, c'est le potentiel de destruction de la couche d'ozone. Et vous voyez qu'ici, sur les CFC, on avait des potentiels de destruction de la couche d'ozone qui sont inacceptables pour cette problématique environnementale. Et donc, les CFC, ils ont été interdits au niveau international depuis l'année 2000. Et ça marche très bien. Ils ne sont plus du tout commercialisés pour les systèmes de clim ou pour d'autres systèmes. Deuxième génération, pour remplacer ces CFC, on a trouvé d'autres fluides. On est passé sur des HCFC et HFC. Alors, ces fluides-là, ils étaient plus intéressants parce qu'ils avaient des potentiels de destruction de la couche d'ozone très faibles, voire nuls. Donc, premier problème résolu. Par contre, il en reste un autre, c'est le PRG. Le PRG, c'est le potentiel de réchauffement global. En gros, c'est l'émission de gaz à effet de serre. Et c'est quantifié par rapport au CO2. C'est-à-dire que si j'ai un potentiel de réchauffement global de 10 000, ça veut dire que 1 kg de ce fluide-là, R12, va avoir un impact sur le réchauffement climatique 10 000 fois plus important qu'un même kilogramme de CO2. Et donc, ici, si on regarde les PRG, on a toujours des potentiels de réchauffement climatique qui sont loin d'être négligeables. Alors, le HCFC était interdit en 2015, et à l'heure actuelle, on est sur la génération des HFC. Et les HFC, c'est tout récent. C'est à l'heure actuelle qu'on commence à imposer au niveau européen des réglementations qui s'appellent réglementation F-Gas et F-Gas 2, qui visent à diminuer de façon très conséquente l'utilisation de ces fluides-là dans la perspective de 2030. Donc moins 80% d'utilisation de ces fluides-là, c'est une diminution majeure et ça va nécessiter une transformation de la filière. Alors, il y a d'autres fluides qui ont l'air vachement plus sympas, ce qui sont des fluides qu'on appelle naturels, l'ammoniac et le CO2. On peut aussi faire de la clim avec de l'eau, comme fluide frigorigène. Mais les inconvénients de ces différents fluides-là, c'est qu'ils sont beaucoup plus difficiles à mettre en œuvre, parce que sinon, ça fait longtemps qu'on les utiliserait. Pourquoi ils sont beaucoup plus difficiles à mettre en œuvre? L'ammoniac ne pose pas de problème technique, sauf qu'il est explosif dans certaines conditions et qu'il est toxique pour l'homme. Donc, on ne l'aime pas trop. Le CO2, on en a partout autour de nous, on en émet, donc il n'est pas toxique pour nous, sauf à très forte concentration. Mais le problème du CO2, c'est que pour faire du froid dans une clim, il faut des pressions extrêmement importantes. Donc, des systèmes de climatisation qui sont très robustes et relativement onéreux. Si on utilise de l'eau, le problème est inverse. L'eau va permettre de produire du froid ou de la chaleur dans ces climatisations-là, mais à des pressions extrêmement faibles. Et donc, sous vide, il faut de nouveau avoir des systèmes très lourds et très, très onéreux. Donc, il n'y a pas de solution à l'heure actuelle, miracle, sur les fluides frigorigènes qui sont consommés. Alors, pourquoi c'est embêtant, ces fluides frigorigènes? Je vous ai dit que le fluide frigorigène, il est dans le système, il ne sort pas. Sauf que on a toujours des fuites. Donc, en fonctionnement, on va avoir des fuites qui sont relativement faibles lorsqu'on est sur des systèmes installés, comme dans le bâtiment. Par contre, au niveau des systèmes embarqués, comme dans les véhicules, là, les fuites sont loin d'être négligeables et c'est pour ça que votre concessionnaire vous conseille
de régulièrement, tous les ans, tous les 2 ans, faire un check de la pression de fluide frigorigène dans votre système de clim de véhicule, parce qu'il y a des risques de fuite qui sont loin d'être nuls. L'autre problème de ces fluides frigorigènes, c'est que tous ces systèmes-là, ils ont une fin de vie. Alors la durée de vie des pompes à chaleur, si c'est dans une voiture, c'est la durée de vie de la voiture. Si c'est dans un système de bâtiment, ça peut être plus important. Mais néanmoins, à la fin, il va falloir changer le système quand il ne fonctionnera plus. Et c'est là qu'il y a une période un peu délicate. Si la fin de vie n'est pas gérée de façon optimale, et que tout le fluide frigorigène n'est pas correctement récupéré lorsque le système est démonté de l'endroit où il se trouve, on a des fuites à ce moment-là, des émissions de fluide frigorigène à ce moment-là. Et ça a été quantifié aussi au niveau international. Alors tout à l'heure, je vous ai dit qu'on émettait à peu près 5% des gaz à effet de serre liés à la consommation d'électricité nécessaire à ces clims. Et au global, on a à peu près 8% des émissions mondiales de gaz à effet de serre qui sont liés au clim, à la fois pour les 5% qu'on a vu tout à l'heure liés à la production électrique, auquel il faut rajouter 37% de plus liés aux émissions de fluide frigorigène directes par les fuites de ces systèmes-là. Alors, au niveau recherche, au niveau des perspectives, évidemment, on cherche à utiliser des fluides frigorigènes moins nocifs. Une des pistes à l'heure actuelle, c'est les catégories de HFO. Mais de nouveau, pour l'instant, il n'y a pas de fluide idéal qui a été identifié. Alors, on arrive un peu à la fin. Donc, si vous avez tout compris, normalement, vous allez tout comprendre sur mes prochains slides. Là, c'est ce que j'appelais un des cercles vicieux de la clim. On utilise des climatiseurs. Donc, ça va entraîner un réchauffement de l'atmosphère, notamment dans les zones urbaines. Et si on réchauffe la température dans les zones urbaines, ça va induire une performance réduite de ce système-là, et donc plus de rejet de chaleur, et donc plus d'utilisation de climatiseurs. Ça, c'est à l'échelle locale. Donc c'est autour de ma clim. Si je prends du recul et que je regarde à l'échelle globale, je repars de l'utilisation des climatiseurs. L'utilisation de ces climatiseurs, ça émet des gaz à effet de serre par l'intermédiaire des fluides frigorigènes qui peuvent être rejetés directement. Et ça émet des gaz à effet de serre de façon indirecte via la consommation électrique correspondante. Et ces gaz à effet de serre, évidemment, entraînent le réchauffement climatique. Et ce réchauffement climatique, ça implique la même chose que tout à l'heure, des performances réduites de mon système, donc des consommations augmentées, et donc plus d'utilisation de climatiseurs. Donc j'ai pas de conclusion nette, parce que je vous ai dit au début que la clim, c'est quand même vachement utile. Et là, sur ce graphe, je l'aime bien parce qu'il synthétise un peu tout ce qu'on a vu. C'est un graphe assez récent du Lancet de 2021, où on voit depuis 20 ans, dans la courbe bleue, la proportion de logements qui sont équipés de climatisation. Et donc vous voyez qu'au niveau international, on a augmenté de quelques pourcents. Mais on n'est encore pas globalement très, très équipé. La conséquence positive, c'est la courbe rouge. La courbe rouge, c'est ce qui a été quantifié comme le nombre de vies de personnes de plus de 65 ans qui ont été sauvées grâce à ces clims. Donc c'est génial. Mais la courbe qui semble un peu moins sympathique, c'est la courbe verte. Et la courbe verte, c'est l'émission de CO2 correspondant à la consommation et aux émissions directes de ces climatiseurs. Donc qu'est-ce qu'on fait ? L'objectif, c'est d'éviter d'avoir besoin de clim à l'intérieur du bâtiment notamment. Là, je vais me concentrer sur la clim parce qu'au niveau des véhicules, c'est très compliqué de réduire les besoins. Mais au niveau du bâtiment, il y a plein de choses à faire et on passe beaucoup de notre vie à l'intérieur des bâtiments. Et c'est pour ça qu'on a besoin de plus en plus d'installer des clims parce que c'est là qu'on est. Et donc, pour avoir besoin de moins consommer de climatisation, on a principalement 3 façons de réduire les charges thermiques. Donc, ce qui va imposer de la consommation à notre bâtiment, qui va imposer une surchauffe de notre bâtiment. C'est d'abord la conception du bâtiment lui-même, la conception architecturale de ce bâtiment, on va dire. C'est également
les facteurs climatiques, sur lesquels c'est peut-être plus difficile de jouer à l'échelle globale, mais à l'échelle locale, eh ben, si on bloque le rayonnement solaire grâce à un arbre bien placé ou grâce à des protections solaires pertinentes, eh ben, on peut diminuer de façon conséquente la surchauffe de notre bâtiment. Et le facteur important également, c'est l'utilisation de ce bâtiment-là. C'est vous et moi qui devons y penser, lorsqu'on est en condition de surchauffe, d'utiliser correctement ce bâtiment-là. Et typiquement, lorsqu'on est en condition de surchauffe, le matin avant d'aller bosser, je ne laisse pas toutes mes fenêtres complètement ouvertes, enfin tous mes volets complètement ouverts, de façon à limiter l'impact solaire à l'intérieur de mon bâtiment. Je ferme mes volets, ce que faisaient dans les régions méditerranéennes de façon spontanée les gens il y a 100 ans. Et maintenant, comme on a la clim, on laisse les fenêtres ouvertes et puis on allume la machine. Donc attention à comment on utilise ces bâtiments-là, à revenir à des gestes de bon sens pour limiter globalement le réchauffement de nos intérieurs. Et la deuxième chose, c'est que finalement, est-ce qu'on a vraiment besoin de climatiser toutes les pièces ? Ce qui est important, c'est que nous soyons en condition de confort. Et peut-être qu'un ventilateur, qui permet à la fois de booster le phénomène de convection et de booster le phénomène d'évaporation naturelle de notre corps, ça peut être relativement et suffisamment efficace pour ramener d'une condition de léger inconfort à une condition confortable pour nous en tant qu'individus. Une autre chose qui est peut-être complètement basique, c'est peut-être de juste respecter la loi. Et la loi, elle dit quoi ? Elle interdit de climatiser à des températures inférieures à 26 degrés. Donc ça veut dire qu'à l'intérieur, s'il fait moins de 26 degrés, il est interdit d'allumer la clim. Et je ne suis pas sûre que ce soit beaucoup respecté. Naturellement, quand on a la clim, on fixe à 21. Et qu'est-ce que ça a comme impact ? Si on revient sur notre petite formule de Carnot de tout à l'heure, ça augmente la consommation, ça diminue la performance de notre système et ça consomme encore plus. Et donc, l'association Négawatt a quantifié que si on respectait la loi par rapport à l'état actuel, dans le secteur tertiaire, on aurait une réduction de la consommation électrique de l'ordre de 20%. Rien qu'en appliquant cet article du Code de l'énergie qui date déjà de quelques années. Voilà, je vous ai transmis des informations. Je n'ai pas de conclusion pour dire la clim c'est bien, la clim c'est pas bien. C'est les deux à la fois. Maintenant, à chacun d'entre nous d'en faire le mieux possible pour que ça ait le moins d'impact négatif possible pour la suite. Merci beaucoup pour votre attention et je suis là pour vos questions.